petit retard de tout à l'heure. Ce n'était pas du tout une scénarisation, même si c'est le sujet de ce colloque, nous n'avions pas préparé l'entrée en matière de cette façon-là. En tout cas, comme dit Marcel Lebrun, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de préparer en amont sa conférence inversée, mais il y a un certain isomorphisme entre le sujet de ce colloque sur l'appropriation des savoirs et la scénarisation des savoirs et la mise en scène que nous avons choisie cette année pour animer et organiser ce colloque qui est, vous le remarquerez pour ceux qui sont fidèles à l'événement, un peu différent des années précédentes, plus collaborative, plus participative, avec plus de circulation entre les groupes, les ateliers, sur Twitter. Donc, les choses évoluent. Bon, cette parenthèse faite, je voudrais quand même commencer par remercier l'Académie et toute l'équipe de l'Académie de Nice, mais aussi l'Académie de Marseille cette année, la Dame, les Danes, la Cardi, Frédéric Cauchy et Canopé tout particulièrement, et de m'avoir bien sûr invité, comme chaque année, à ouvrir ce colloque, modestement, parce que c'est vous qui l'avez préparé, et à partager vos réflexions. Je voulais aussi remercier, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'Université de Nice, Sophia Antipolis ici, mais en tout cas les remercier de nous accueillir comme chaque année dans ces murs. Évidemment, monsieur le recteur et monsieur le secrétaire général aussi d'avoir ouvert très chaleureusement et fidèlement le colloque. C'est pour moi une très belle occasion de revoir un grand nombre d'abord d'enseignants, des inspecteurs aussi et des universitaires et des partenaires de Canopé qui viennent de toutes les académies, j'ai vu cette année, ce qui est un peu nouveau et qui nous fait très plaisir. Et donc tous ces partenaires avec lesquels nous avons pu nouer, j'ai pu nouer aussi depuis toutes ces années des liens de confiance et aussi des liens d'amitié et de travail qui eux-mêmes ont constitué des réseaux d'échange entre eux depuis aux quatre coins du territoire et même à l'étranger, puisque nous avons des participants chaque année de Belgique, de Suisse, certaines années du Canada. Je crois que nous gagnons beaucoup mutuellement à mettre en commun et à partager ainsi régulièrement à la fois nos pratiques et nos réflexions et à les faire se confronter aux résultats de la recherche. C'est bien un des intérêts majeurs de ce colloque scientifique autour du sujet du numérique pour l'éducation, bien sûr, et que c'est précisément ce qui nous a permis de nous fixer des objectifs qui répondent au plus près aux besoins des élèves et des équipes du terrain. Les choses ont beaucoup changé depuis 8 ans et je crois que nous sommes arrivés à un tournant. Le métier d'enseignant, ça ne nous a pas échappé, en particulier, a beaucoup évolué. Comme tous les métiers, vous me direz d'ailleurs, mais l'école et les lieux d'éducation et de formation en général sont la forge de ce changement, puisque c'est là, dans l'école, que s'opère la construction et la diffusion des connaissances. C'est là que se propage la pensée et la compréhension de ce changement. Et c'est là aussi que s'effectue la conduite de ce changement. D'année en année, nous avons vu les pratiques de classe se transformer, les ressources s'enrichir, les expérimentations et les expériences aussi se multiplier, les réseaux se densifier, les partenariats s'élargir. Il suffit d'ailleurs de revoir, si vous prenez le temps de le faire, et de relire les actes successifs publiés sur le site d'Écritech, pour se rendre compte du chemin parcouru. Et je sais que les actes de cette année, en tout cas c'est ce que vous m'avez expliqué hier soir et ce matin, vont prendre une forme nouvelle, une forme précisément plus participative, dans cette logique de la participation des enseignants qui vont co-construire les actes, et comme l'a dit aussi Jean-Marc Merlieu tout à l'heure, créer des scénarios d'enseignement à partir des idées et des réflexions qui vont émerger pendant ces 2 journées. Ça aussi, c'est un acquis de nos différentes réunions, c'est une progression. Nous avons fait des progrès depuis les premières sessions d'Écritech où on était plus dans un modèle magistral. Bien sûr, tout le monde n'en profite pas encore de ces changements et de ces progrès, mais beaucoup de projets ou de réflexions prospectives ont pris naissance ici. Et je pense important de le rappeler.
rappeler. Je pense en particulier au déploiement de ce que nous appelions à l'époque les supports mobiles. Ensuite, on s'est concentré sur les tablettes, mais c'était les supports mobiles en général et de leur usage en classe, auxquels, rappelez-vous, nous avions consacré 3 années de travail consécutives, bien avant le plan numérique. Nous avions aussi conduit et ouvert la réflexion sur la question de l'aménagement des espaces scolaires et de la réorganisation des temps et des espaces scolaires. C'est devenu aujourd'hui un sujet que nous partageons tous, quels que soient les axes de réflexion que nous nous donnons dans nos formations ou dans nos échanges. Il se trouve que ce sujet maintenant est un sujet largement partagé, de réflexion et de préoccupation aussi parfois, avec les collectivités territoriales. On l'a vu encore l'an dernier, lorsque nous avons pris conscience des importantes évolutions entre la première session des Critech en 2010, qui était consacrée au thème écriture et technologie, et celle de 2016, qui était consacrée l'an dernier donc, aux pratiques d'écriture nouvelles et plurielles engendrées par le numérique. Les transformations des technologies de l'écriture ont conduit, nous l'avons donc vu à travers en particulier les nombreux ateliers qui ont eu lieu l'année dernière, à un renouvellement assez radical des modalités d'apprentissage, comme de l'acte d'enseigner, mais aussi à un renouvellement des formes de la création littéraire et donc de son interprétation. Nous avons donc été amenés à réinterroger jusqu'aux finalités même de l'école. Quel savoir enseigner? Quelles nouvelles compétences pourront permettre aux élèves de vivre, de s'adapter, de travailler dans une société de l'information et de la communication? Les savoirs qu'on dit fondamentaux sont-ils suffisants aujourd'hui pour les aider à apprendre? Ou plutôt à apprendre à apprendre, comme tous en auront besoin tout au long de leur vie, dans un monde en perpétuel changement. Nous avions surtout mis en évidence le rôle premier qu'avait joué l'écrit lié à ces supports, indissociablement lié à ces supports, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, comme condition d'accès à la connaissance et comme instrument de production des savoirs. Dès lors que l'écriture change avec le numérique, après des siècles de domination du livre dans l'histoire de notre école, je parle du livre comme objet clos, avec son architecture, avec ses chapitres, ses marges, qui ont conditionné toutes nos manières d'apprendre, de penser et toute notre relation au savoir, qu'adviendra-t-il de notre école? Comment assumer l'ouverture, la fragmentation, la dispersion des sources et des ressources, le surgissement des réseaux sociaux dans un espace scolaire vertical, structuré verticalement, en tout cas, et hiérarchisé? À tous les niveaux, local, territorial, national, émergent aujourd'hui des nouvelles formes de transmission et de nouvelles initiatives pédagogiques et éducatives liées à cette introduction du numérique, qui se veulent toutes au bénéfice des élèves, au bénéfice de leurs apprentissages, de leur formation citoyenne, de leur réussite, bien sûr. Mais comment peut-on ou doit-on analyser et évaluer ces initiatives? Comment faire qu'elles servent au progrès de tous? Quel lien peut-on établir entre diverses fonctionnalités des nouveaux outils développés par les enseignants et les prérequis pour l'acquisition des savoirs scolaires tels que les sciences cognitives, par exemple, nous les font connaître? C'est bien sur ce sujet que va commencer d'ailleurs la réflexion cet après-midi, j'y reviendrai. Donc, voilà les questions, puisqu'il s'agissait de définir la problématique, c'est un bien grand mot, les questions que nous nous sommes posées. D'abord, comme je le disais, comment le numérique modifie notre relation au savoir? Quelles sont les nouvelles attitudes vis-à-vis du savoir qui émergent chez les élèves en particulier, mais les apprenants en général d'ailleurs? Comment le numérique transforme-t-il à la fois la façon de s'approprier, on l'a dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire s'approprier? C'est de faire sienne durablement les connaissances, mais aussi de les présenter, de les scénariser, pour les partager et pour les transmettre. Comment modifie-t-il l'espace-temps des apprentissages? Ces transformations, et c'est une vraie question, on va les aborder avec André Tricot tout à l'heure en particulier, ces transformations profitent-elles à tous les élèves ou accentuent-elles les inégalités?
quelles sont en tout cas les conditions nécessaires à mettre en place pour que le numérique précisément ne creuse pas encore un peu plus les écarts entre les élèves de milieux dits favorisés et les autres. Autrement dit, et c'est surtout sur cette question que nous revenons toujours, quel est le rôle que doivent assumer les enseignants dans ce nouvel environnement, dans ce nouveau milieu de transmission? Quel type de médiation, finalement, doivent-ils mettre en place pour que le numérique tienne ses promesses, c'est-à-dire pour que le numérique aide et améliore l'apprentissage des élèves? Alors, juste, parce que Mathieu Gendron l'a rappelé très brièvement, donc je vais le faire encore plus brièvement, je voudrais quand même revenir sur ces quelques promesses, non pas telles que je les vois moi, mais telles qu'elles ont émergé des années successives et des choses que nous nous sommes dites et répétées, que nous avons éprouvées aussi dans les ateliers, dans nos classes. Bon, les promesses du numérique. On dit la possibilité de diversifier d'abord les situations d'apprentissage. Je pense que c'est ça, finalement, transmettre aujourd'hui, on l'a tous vu et compris, transmettre, c'est au fond créer l'environnement et la situation qui va permettre à l'élève d'apprendre. Je paraphrase là, et j'anticipe sur ce que dit Marcel Lebrun, qui, je l'espère, est avec nous. Je ne sais pas s'il nous entend, mais en tout cas, en principe, il est en ligne avec nous. Donc, je suis en train de... Ce sont les surprises aussi du numérique. Oui, donc de diversifier les situations d'apprentissage, c'est-à-dire en variant les supports, et d'adapter et d'individualiser l'enseignement. Première promesse. La deuxième, c'est l'accès, bien sûr, on le répète souvent, mais il faut le dire, l'accès à des ressources de formation riches, multiples, variées, qui peuvent elles-mêmes être enrichies, complétées, augmentées indéfiniment, corrigées même, améliorées, mises à jour indéfiniment. Et puis aussi la mise en lien et l'ordonnancement de ces ressources dans la présentation. Troisième promesse, c'est l'ouverture. L'ouverture sur le monde, les échanges, la découverte de l'autre, les interactions multiples qui se créent grâce au numérique. Quatrième, la possibilité d'expérimenter, de tâtonner, de manipuler, d'explorer, de faire des hypothèses et de se tromper surtout, de faire des erreurs pour avancer, que permet le numérique. En tout cas, que facilite, favorise le numérique. La cinquième, ce sont ces feedbacks, comme on dit, ces répétitions possibles et ces retours en arrière fréquents, dont on sait qu'ils sont essentiels, là encore, les sciences cognitives le rappellent, pour fixer les savoirs ou les savoir-faire, pour la mémorisation en particulier et pour la consolidation des connaissances. La possibilité aussi, et ça paraît très important, de mesurer et de visualiser le chemin parcouru, de cartographier les connaissances, de revenir sur un processus d'apprentissage, de l'analyser dans ses étapes, de le conscientiser pour l'améliorer. De nombreuses possibilités sont ouvertes, en particulier avec l'analyse des traces d'activité des élèves, même si ça pose toutes sortes de questions juridiques et éthiques, ce qu'on appelle les learning analytics. Et enfin, il y en a d'autres, mais j'insisterai sur la possibilité de collaborer, de partager, de s'enrichir des connaissances et de l'intelligence des autres, de l'intelligence collective. Donc c'est bien sur ces questions-là, et avec en arrière-plan, ces réflexions qui nous ont animés les années précédentes, que nous allons travailler sur la question de l'appropriation, de la scénarisation et de la co-construction des savoirs pendant ces 2 jours. Une rapide présentation du programme, et ensuite je laisserai la parole à la salle et aux intervenants successifs. D'abord, nous allons aborder le sujet en nous mettant nous-mêmes dans la situation de formateurs formés à l'envers et à distance. C'est l'isomorphisme dont je parlais. Puisque Marcel Lebrun, bonjour Marcel, donc je vous rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, professeur en technologie d'éducation au Learning Lab de l'Université catholique de Louvain, qui est un spécialiste de la classe inversée, je dirais plutôt des classes inversées parce qu'il insiste sur ce pluriel.
Donc Marcel Lebrun a fait le choix de pratiquer avec nous une forme de pédagogie active en nous envoyant à l'avance, j'espère que vous les avez tous regardés et vus, les contenus de sa conférence pour que nous puissions nous approprier donc sa réflexion et que sa conférence se transforme en dialogue, en questionnement, en interrogation, en explicitation de tous les points que vous n'aurez pas bien compris, sur lesquels vous êtes sceptiques, sur lesquels vous doutez, pour que nous construisions ensemble le sens de cette transmission. Donc cette conférence, dont j'ai vu déjà sur Twitter depuis plusieurs jours que certains se demandent si Marcel Lebrun existe vraiment, qui il est, s'il sera là, s'il ne sera pas là, il y a des enquêtes qui sont en cours, parce que les actes autrement, c'est ça aussi, c'est d'inventer des scénarios d'enquête avec des personnages qui cherchent. C'est très étonnant, cette métamorphose au deuxième degré, cette métaphore plutôt de la démarche de recherche et d'enquête qui assez spontanément a émergé, c'est-à-dire que quand on demande aux enseignants aujourd'hui de produire des scénarios pédagogiques, très souvent, il faudrait penser à ça, on est dans une démarche d'enquête et de recherche. Pourquoi? Quel est le rapport entre la recherche, le numérique et l'éducation? C'était le thème de la mission de François Tadei, je vais faire la parenthèse, dont vous avez certainement lu la synthèse récemment. Donc j'ai perdu le fil. Donc la première conférence inversée sous des formes totalement nouvelles, en tout cas par Marcel Lebrun dans quelques instants. Ensuite, nous aurons cet après-midi une table ronde qui va nous permettre d'entendre le point de vue de deux chercheurs que nous connaissons bien, en sciences cognitives et en psychologie cognitive, on va dire, appliquée en vrai, à l'éducation. Donc Jean-Luc Berthier et André Ficot. Les recherches en sciences cognitives, en effet, nous apprennent beaucoup de choses sur les manières d'apprendre, d'expérimenter, de s'approprier les savoirs, et sur les facteurs principaux de réussite d'un apprentissage, sur les environnements qui les favorisent, et elles doivent nous éclairer aussi sur les meilleures manières de créer cet environnement favorable aux apprentissages de chaque élève, en fonction, évidemment, des besoins et des profils de chaque élève. C'est là que les neuromythes commencent à se déployer, et c'est peut-être là-dessus aussi que nous reviendrons, enfin, je pense. Le numérique, pourquoi pas, mais, comme dit André Ficot, quel numérique et pourquoi faire et pour quelle situation particulière? Et ce n'est pas le numérique en général, mais c'est quel choix, quelle application, pour quelle activité de l'élève. Et quel est le rôle, là encore, et la responsabilité pour l'enseignant dans ce cadre. Nous aurons ensuite des ateliers, une série de 4 ateliers à chaque fois, avec chaque fois 3 intervenants, 3 témoignages et récits d'expérience, qui nous montreront comment les enseignants, mais aussi les chefs d'établissement, je remercie d'être là, il y a toujours des chefs d'établissement, c'est très important, développent chez les élèves de nouvelles stratégies d'apprentissage par le détournement, la ludification, les réappropriations, les simulations, l'immersion dans des réalités virtuelles ou réelles. Voilà pour les ateliers. Demain, les travaux se poursuivront avec une table ronde sur la question de la scénarisation et de la médiatisation des savoirs. On en a parlé beaucoup jusqu'ici, dans un univers donc, où le savoir semble disponible, comme on dit, mais se présente de manière éparse et non structurée. Comment les enseignants vont rassembler, organiser, mettre en scène et en cohérence les contenus? Comment utilisent-ils ces possibilités, ces promesses du numérique et en particulier du multimédia, de la vidéo, des réseaux sociaux, de YouTube? On va avoir un moment intéressant de réflexion en atelier, en table ronde sur YouTube, pour faire travailler leurs élèves, les impliquer de manière active dans leurs apprentissages, les faire passer d'une attitude de consommation, comme on dit, à une attitude d'acteur et de chercheur. Dernière table ronde demain après-midi. Elle portera sur la manière dont le numérique peut faciliter la construction collective des savoirs, la co-construction, l'intelligence collective, la démarche de recherche et de coopération chez les enfants. Nous avons ici Jean Sour qui dirige le projet des Saventuriers que vous connaissez certainement. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, il méritait vraiment d'être connu et je lui laisse le plaisir et la primeur de vous le présenter.
Et la deuxième série d'ateliers nous permettra d'entrer dans les classes pour voir comment les espaces scolaires se transforment en véritables, justement, ateliers de collaboration et de création des savoirs, de découvrir des élèves en activité, en réflexivité constante, des élèves dont j'ai pu voir moi-même, parce que j'ai beaucoup visité de classe cette année, des élèves qui ne se posent plus cette question du sens, comme on dit, le sens de l'enseignement, le sens des apprentissages, le sens de ce qu'ils apprennent. Parce qu'ils ont besoin de ces connaissances pour atteindre des objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés, des projets, des résolutions de problèmes. Et dans ces cas-là, les élèves ne se demandent plus pourquoi ils travaillent, ils se rendent même plus compte qu'ils travaillent d'ailleurs. Donc voilà, je voudrais remercier pour finir très chaleureusement l'ensemble des intervenants, mais aussi l'ensemble des participants, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de frontières, en tout cas elle est ténue entre intervenants et participants, qui sont venus pour certains d'entre vous de très loin pour présenter leur travail, qui l'ont préparé longuement à l'avance, et leur dire combien leur expérience nous est précieuse pour avancer. Elle nous est précieuse à nous et aux chercheurs qui sont ici aussi, qui me l'ont dit d'ailleurs hier soir. On a besoin de cette vision, de cette compréhension des expériences de terrain pour avancer et bâtir ensemble l'école de demain. Une école de la confiance, c'est un mot que nous ne prononçons pas assez souvent. Une école où les enseignants ont plaisir à enseigner et les élèves retrouvent le goût d'apprendre. Une école réconciliée avec la société qui l'entoure, ouverte sur l'extérieur, ouverte sur les parents, sur les partenaires. Une école qui se transforme en un grand réseau national et international d'échanges, de réflexion et d'innovation. Merci à tous et bonne journée. Moi, j'espère bien que M. Lebrun existe et qu'il est encore en visioconférence avec nous. M. Lebrun ? Oui, je vous entends. Alors, je vais monter un petit peu le son. Voilà, je vous laisse dire bonjour. On a une petite vidéo de 4 minutes qui est enregistrée sur YouTube que nous avons lancée avant de vous donner la parole avec la salle. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Comme je suis à distance, peut-être un peu de signal pour vous dire que vous m'entendez bien. Oui. Ok. Moi, vraiment, les personnes sportives, je suis heureux évidemment d'être avec vous. Je sais que la formule est un peu rituelle. D'avoir été invité, etc. Je suis vraiment dans le sens que chaque rencontre, chaque colloque est pour moi une occasion, bien sûr, d'exposer mes idées, mais aussi d'apprendre au travers des questions. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté cette idée un peu risquée quand même, il faut oser le faire. Et je crois que c'est une des leitmotifs de la classe inversée, oser expérimenter ce qu'on dit qu'il faut faire. Donc voilà, je suis là, je répondrai volontiers à vos questions. C'est ce que disent les enseignants qui font la classe inversée, ils mettent des vidéos en ligne et puis ils rentrent en classe en disant « Avez-vous des questions ?» et ils sont parfois un peu surpris de ne pas en avoir beaucoup. Donc évidemment, faire la classe inversée, c'est aussi avoir des plans B, c'est-à-dire, oui, j'ai préparé quelques petites thématiques qui pourraient survenir au travers de vos questions. Voilà, je suis évidemment à votre écoute. Je remercie les organisateurs, en particulier Madame Catherine Béchuti-Bizot de m'avoir encore une fois invité à ses côtés pour partager mes réflexions sur les classes inversées, comme elle a très bien dit. Donc, je vous retrouve d'ici quelques instants pour le démarrage de cette conférence inversée. À tout de suite, donc. Allô, réaction?
des approches de compétences et tout, c'est-à-dire qu'on va essayer de combler les plus autres. En disant qu'une partie de l'enseignement peut se faire à distance, et vous voyez, j'ai poussé le clin d'œil jusqu'à mettre des livres. Excusez-moi, je reprends le question. Oui, et donc, Voilà. traditionnellement, la partie enseignée se fait en présence. Il y a cours dans l'amphi B17 de 14 à 16 heures, ou TT, ou voilà. L'apprentissage, on se retrouve 2-3 semaines avant les examens, avec des piles de notes, etc., et on dit, mon Dieu, comment je vais mettre ça dans la tête. L'apprentissage est un processus irréductiblement solitaire. C'est moi qui vais pouvoir apprendre. L'idée des classes inversées, inspirées par les technologies, des approches compétences et tout, c'est de dire on va essayer de meubler les deux autres. En disant qu'une partie de l'enseignement peut se faire à distance, et vous voyez, j'ai poussé le clin d'œil jusqu'à mettre des livres. Et donc l'idée de cet enseignement qui passe à distance, c'est de redonner du sens à la présence et de voir qu'est-ce qu'on va faire à la présence, à cet instant magique où les humains se rencontrent. Est-ce que vous voyez bien que je n'ai pas fait disparaître l'enseignement traditionnel, je l'ai mis à temps estompé. Pour vous dire que je ne crois pas aux révolutions. On va passer du système traditionnel là-bas, au système classe inversée. Il va y avoir des hybridations. Parce que si vous ne faites que des classes inversées, tôt ou tard, ce sont vos étudiants qui vont demander de faire des cours magistraux. Vous voyez la classe inversée, à distance des vidéos, des textes, en présence des débats, des questions. Moi, j'ai appelé ça la classe translatée. Mais oui, anciennement, nous avions le cours et puis les TP, et on a fait ça. On met le cours avant le cours, et pendant la classe, on fait les TP. Donc on a translaté. Et j'ai dit, tiens, mais si à distance, je leur demandais de refaire documents, des travaux, préparer une activité, je les demande de 5-6 étudiants, et je dis le groupe 1 va travailler telle thématique, le groupe 2 telle thématique, etc. Je vais vous donner du temps pour le faire, vous verrez comment, et vous viendrez présenter tout ça. À ce moment-là, évidemment, on sort du schéma habituel, des vidéos avant, le savoir avant. Non, on a le contexte avant et la mise en opposition, en structuration, etc., ces éléments de contexte pendant la classe. Eh bien, la bonne idée, c'est peut-être le niveau 3, c'est-à-dire de faire les 4 événements des classes inversées. Je commence par des thématiques qui sont travaillées par les étudiants. Ils viennent les partager, ils font des exposés, des animations, des débats, ils proposent des activités, donc c'est très variable. 4 événements qui sont là. Donc je répète, 1, les étudiants explorent les contextes, ils vont faire des micro-trottoirs, ils font des enquêtes, enfin toutes sortes de choses. Seule l'imagination est la limite. Ils reviennent dans l'amphi 2 avec ces histoires-là. 3, je leur propose des activités de structuration basées sur des modèles, des théories, etc. Et 4, on est en débat, sur le cycle de code. Où nous commençons par l'expérimentation dans des contextes, des éléments de modélisation, ensuite des éléments de théorisation et finalement des exemples d'application et d'expérimentation. Voilà, bonjour Marcel, je ne sais pas si tu m'entends et si tu me vois. Ni l'un ni l'autre. Monsieur Lebrun, vous pouvez parler? Non, on n'entend pas. Voilà, la suite comme ça. Est-ce que vous pouvez refaire un test? Vous ne devriez pas couper votre micro.
Vous l'entendez? Est-ce que vous pouvez parler? Ça y est.